Chères auditrices, auditeurs, bonjour. La Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue des droits de l'homme avaient déposé plainte contre les deux frères Mohammed le 10 octobre 2003 pour actes de torture et de barbarie commis entre 1994 et 1997 dans la région de Relizane, dans le contexte de la guerre civile algérienne. C'est la toute première fois dans l'histoire que des Algériens seront jugés en vertu de la Convention internationale contre la torture adoptée en 1984 et intégrée dans le Code pénal en 1994 pour des actes commis dans les années 90 en Algérie. Maître Clémence Bechtart, vous êtes avec nous par téléphone afin de vous exprimer sur cette affaire dite de Relizane ou de Nîmes, comme préfèrent l'appeler certains. Oui, bonjour, je suis Maître Clémence Bechtart, avocate au barreau de Paris et je représente la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Pour expliquer un peu le contexte, dans les années 90, l'Algérie a été en proie à une guerre civile très violente, opposant les services de sécurité, les milices armées par l'État et les groupes islamistes armés. Dans ce contexte, les exécutions sommaires, les meurtres, les actes de torture, les viols, les enlèvements et les disparitions étaient devenus pratiques courantes des différentes parties au conflit et ont été perpétrés dans l'impunité la plus totale. Les chefs miliciens ont été recrutés parmi les présidents des délégations exécutives communales du département de Relizane. Ces délégations ont été mises en place en 1992 par le ministère de l'Intérieur suite aux dissolutions des mairies contrôlées par le Front islamique du salut, le FIS. L'implication dans les milices était aussi une source d'enrichissement considérable au travers des vols et des pillages pour les miliciens, auxquels l'État versait par ailleurs une solde. Parmi les victimes figuraient des sympathisants et militants du FIS, mais également des gens qui n'avaient rien à voir avec les islamistes. Ils étaient des bijoutiers pour la plupart. Ils ont été tous rançonnés. Les miliciens effectuaient des perquisitions, prenaient tout ce qu'ils trouvaient et les emmenaient au magasin pour ouvrir les coffres. Et ils disparaissaient, avait même déclaré un témoin. Au sein de ces milices, les deux frères Mohammed, Abdelkader et Hussein, tous deux résidant à Nîmes, en France, ils sont suspectés d'avoir commis ces exactions et terrorisé la population. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Nîmes a prononcé en janvier 2016 un non-lieu dans l'affaire des deux miliciens. Maître Khadija Aoudia, avocate des deux accusés, avait déclaré à cette époque: la Chambre a retenu l'absence de matérialité de l'infraction. Qu'est-ce que cela signifie exactement, Maître Clémence Bechtart? Surtout, ce qu'il faut dire, c'est que l'actualité là qui nous occupe aujourd'hui, c'est que la semaine dernière, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Chambre de l'instruction et a par conséquent enterré tout espoir de justice devant la justice française pour les victimes et les parties civiles. En 2016, Maître Patrick Baudouin, président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme et responsable de son groupe d'action juridique avec lequel vous avez travaillé sur ce dossier, Maître Clémence, avait même réagi en indiquant que les parties civiles indignées allaient se pourvoir en cassation. C'est ce que vous avez fait au fait.
c'est ce qu'on a fait exactement. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que ce combat judiciaire de la part des victimes, accompagné par la FIDH, la Ligue des droits de l'homme, le CFDA, eh bien, il a commencé en octobre 2003, lorsque, apprenant la présence en France donc des frères Mohamed, eh bien, des victimes, la FIDH, la Ligue, ont décidé de porter plainte en France selon ce qu'on appelle le mécanisme de compétence universelle, qui permettait, parce que les deux suspects étaient en France, d'obtenir l'ouverture d'une instruction judiciaire sur le territoire français devant la justice française, alors même que les crimes avaient été commis par des Algériens contre des Algériens en Algérie. L'information judiciaire, elle a duré pendant près de 12 ans et elle a permis d'entendre un certain nombre de témoins. Elle a permis aussi aux victimes de venir devant la justice française, apporter leurs témoignages sur les faits qu'ils avaient soit subis eux directement, soit que des membres de leur famille décédés depuis avaient subi dans la ville de Relizane à cette époque, où effectivement les milices faisaient la loi et sous couvert de lutte contre le terrorisme, eh bien se livraient à des exactions contre les populations civiles. C'est au terme donc de 12 années d'instruction que finalement le parquet du tribunal de Nîmes puis le juge d'instruction ont décidé de prononcer ce qu'on appelle une ordonnance de mise en accusation, c'est-à-dire de renvoyer les frères Mohamed devant la cour d'assises pour qu'ils répondent de leurs actes. C'était une immense victoire à l'époque pour les victimes, pour aussi les associations qui les accompagnent depuis 2003, parce qu'enfin on voyait l'espoir que s'ouvre en France le premier procès sur ces années de guerre civile en Algérie, qui aurait permis, devant une justice qu'on pensait indépendante, impartiale, et bien que les mises en examen puissent être jugées, mais au-delà de ça, qu'il y ait une réponse aussi judiciaire à cette situation qui, avec des crimes en masse qui ont été perpétrés en toute impunité. Oui, parce qu'en fait, il faut le rappeler, deux articles de l'ordonnance du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ferment la voie aux procédures judiciaires en Algérie et même au débat public sur les faits survenus au cours de cette décennie. Au plan du droit international, il n'existe pas de prescription pour les cas de disparition forcée qui sont considérés comme des crimes continus. Le procès des deux frères miliciens était une première qui pouvait ouvrir la voie à d'autres affaires. Le solde tout compte des faits liés à la tragédie nationale ne fonctionne pas à l'extérieur, d'autant que le droit international supplante les lois internes. Est-ce qu'il y a encore espoir de voir un jour d'autres plaintes déposées par les familles de victimes des années 90, les voir aboutir et surtout voir les commanditaires jugés et condamnés ici en France ou ailleurs, Maître Clémence, ou pas? On l'espère, on continuera de l'espérer, d'être vigilant et peut-être d'envisager un dépôt de plainte si les circonstances le permettent un jour, mais c'est vrai que la décision qui est tombée là, qui vient mettre fin donc à ce combat judiciaire de 14 années, est une grande désillusion, une grande désespérance aussi pour les victimes, une grande déception pour les victimes qui pensaient, qui croyaient en la capacité de la justice française à répondre à ce besoin de justice d'autant plus grand que, comme vous le soulignez, en vertu de cette charte de réconciliation nationale, eh bien, il est même interdit d'évoquer en public ce qu'il s'est passé dans cette décennie en Algérie. Donc c'est vrai que ça constitue un espoir dans ce contexte par ailleurs où c'est l'impunité qui prévaut, et cet espoir, eh bien, il vient d'être grandement remis en question par cette décision de la Cour de cassation qui clôture définitivement la procédure ouverte en 2003 en France. D'accord, donc pour résumer, la Cour de cassation a donc confirmé le 29 mars, si je ne me trompe pas, le 29 mars dernier, le non-lieu prononcé en janvier 2016 par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nîmes à l'encontre des deux frères Mohamed, donc Hussein et Abdelkader, privant ainsi les victimes du premier procès sur les crimes des années de plomb en Algérie. Maître Clémence, pourquoi un tel revirement de la justice française, honnêtement? Il est évident que ce sont des affaires
ces affaires en compétences extraterritoriales sont des affaires très sensibles politiquement. Il est évident aussi que les autorités françaises n'avaient aucune envie, qu'elles soient politiques ou judiciaires, de voir ce procès s'ouvrir. Il y avait une grande réticence par rapport à ça. Et donc on voit là clairement un revirement en défaveur des victimes, un revirement de la justice qui s'est déjà effectué en janvier 2016 par cette décision de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nîmes, puisque je le rappelle, au niveau du procureur et du juge d'instruction, on avait deux avis conformes et favorables à l'organisation d'un procès. Exactement. Donc malheureusement, ça s'est joué devant la Cour d'appel, ça vient d'être confirmé par la Cour de cassation, et on voit là, malgré les possibilités de cette compétence extraterritoriale ou universelle qui sont offertes par les textes, on voit là l'expression d'une forte réticence à ce que ces procédures puissent effectivement aboutir à des procès. D'après l'un des membres actifs de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, M. Mohamed Smaïn, qui avait déclaré que les autorités ont aussi influencé beaucoup de témoins qui se sont retirés. D'autres habités en France se sont présentés de leur propre initiative au juge de Nîmes pour porter plainte. L'État algérien aurait-il d'une manière ou d'une autre influencé la décision du juge ou pas, selon votre avis, Maître Clémence? C'est difficile à dire. En tout cas, ce qu'on sait, et ça avait été souligné par le juge d'instruction dans son ordonnance à l'époque, après avoir mené l'instruction à Nîmes, il y a eu des interférences. Il y a dans ce dossier, il y a eu effectivement des pressions qui ont été faites sur des témoins qui avaient eu le courage de venir témoigner, sur des parties civiles aussi pour qu'elles reviennent sur leurs témoignages. Et il est évident que ce dossier n'a pas été exempt de pression et ne s'est pas déroulé dans la sérénité qu'on aurait pu espérer vu la gravité des crimes qui étaient en cause. Oui, exactement. Est-ce que vous avez eu, je ne sais pas, par n'importe quelle voie, par téléphone, les parties justement, les victimes qui ont porté plainte contre ces deux frères, est-ce que vous les avez eues après la décision ou pas? Oui, surtout Mohamed Smaïn, qui était lui partie civile dans ce dossier, qui a accueilli cette décision avec encore une fois une grande déception, une immense déception, parce que la justice française était le seul espoir. Et donc il y a beaucoup d'incompréhension et de déception de sa part, mais je pense aussi de leur part à tous, et à juste titre. À juste titre parce que, encore une fois, on était d'autant plus avec ce grand espoir qui avait été, qui était intervenu au moment où le juge d'instruction avait décidé de renvoyer l'affaire. Ils ont tous cru à la possibilité d'un procès, et puis ensuite la décision d'abord de la Cour d'appel, puis ensuite de la Cour de cassation, sont venus mettre ces espoirs à néant. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux familles de victimes, parce que c'est tout le monde qui attend l'intervention justement de l'un des avocats de l'affaire de Nîmes? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est un grand revers, c'est une immense déception pour toutes ces familles, au-delà des plaignants, qui ont eu le courage de dénoncer les faits, les familles notamment de disparus, dans l'impunité la plus totale pour le moment en Algérie. C'est donc une grande déception envers la justice française, envers une justice dont on pensait qu'elle serait suffisamment indépendante et impartiale pour pouvoir organiser un procès. Mais le combat continue, il faut qu'il continue, le combat pour la justice, pour une justice universelle et impartiale. Mais malheureusement aujourd'hui, l'heure est à la déception. Merci beaucoup, Maître Clémence, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocate ayant travaillé aux côtés de Maître Patrick Baudouin sur cette affaire dite de Relizane ou de Nîmes. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait déjà. À bientôt pour avoir de bonnes nouvelles, peut-être un jour. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Les fractures et les questions lourdes non réglées des années 90 constituent, selon certains politiques, un des obstacles au changement en Algérie. L'Algérie reste figée sur ce passé violent auquel elle ne veut pas revenir, mais qu'elle n'arrive pas à dépasser. Les familles de victimes du terrorisme et des disparitions forcées continuent de contester la solution par amnésie décrétée, selon eux, par la Charte sur la réconciliation nationale. Chères auditrices, auditeurs, je vous dis à bientôt. Au revoir.